Bonjour. Georges Canguilhem, essai sur quelques problèmes concernant le normal et le pathologique. Thèse de doctorat en médecine publiée en 1943. Tout état organique de tension désordonnée, tout comportement d'alarme et de détresse, stress, provoque la réaction surrénalienne. Cette réaction est normale eu égard à l'action et aux effets de la corticostérone dans l'organisme. Célie nomme ces réactions structurales d'adaptation et réactions d'alarme qui intéressent la thyroïde ou l'hypophyse aussi bien que la surrénale. Les décharges répétées de corticostérone provoquent soit des troubles fonctionnels tels que spasmes vasculaires et l'hypertension, soit des lésions morphologiques telles que l'ulcère de l'estomac. Du point de vue de le riche, la maladie est désordre physiologique. Il n'y a pas de différence ontologique entre une forme vivante réussie et une forme manquée. Il y a des questions innombrables qui renvoient finalement à l'ensemble des recherches anatomiques. La médecine est une technique ou un art au carrefour de plusieurs sciences plutôt que comme une science proprement dite. Le normal et le pathologique se délimitent en problèmes nosologiques. Le présent exposé est limité aux problèmes de nosologie somatique. Les phénomènes pathologiques sont identiques aux phénomènes pathologiques, aux variations quantitatives près. Pour agir, il faut au moins localiser. La maladie sort ou entre de l'homme. Rejeter des vers, c'est récupérer la santé. La théorie microbienne des maladies contagieuses contient la représentation ontologique du mal. Le microbe, on peut le voir c'est déjà le prévoir. L'angoisse hante la maladie et le malade. Les pratiques hippocratiques n'ont plus une conception ontologique, mais dynamique, totalisante. La nature est harmonie et équilibre. Le trouble de cet équilibre, de cette harmonie, c'est la maladie. Aucune guérison n'est retour à l'innocence biologique. Sa thèse de doctorat en médecine a entrepris des études médicales après la fin des études philosophiques et parallèlement à l'enseignement de la philosophie. La médecine est un art au carrefour de plusieurs sciences, plutôt qu'une science à proprement parler. Le travail présent est un effort pour intégrer à la spéculation philosophique quelques-unes des méthodes et des acquisitions de la médecine. Léon Brunswick a dit que la philosophie quelle est la science des problèmes résolus. Ce que l'homme a perdu peut lui être restitué, ce qui est entré en lui peut en sortir. Rejeter des vers, c'est récupérer la santé. La maladie entre et sort de l'homme, comme par la porte. La nature est harmonie et équilibre. Le trouble de cet équilibre, de cette harmonie, c'est la maladie. La maladie est déséquilibre ou disharmonie. Et effort de la nature en l'homme pour obtenir un nouvel équilibre. La maladie est réaction généralisée à intention de guérison. L'organisme fait une maladie pour se guérir. La technique médicale imite l'action médicale naturelle. On ne commande à la nature qu'en lui obéissant, Bacon. Pour aider le malade, il faut délimiter et déterminer son mal, Thomas Sydenham. Les phénomènes pathologiques ne sont dans les organismes vivants rien de plus que des variations quantitatives des phénomènes physiologiques correspondants. La conviction de pouvoir scientifiquement restaurer le normal. La maladie n'est plus objet d'angoisse pour l'homme sain. C'est dans le pathologique qu'on déchiffre l'enseignement de la santé, comme Platon cherchait dans les institutions de l'État l'équivalent agrandi des vertus et des vices de l'âme individuelle. La lecture de Littré, de Renan, de Taine a suscité des vocations médicales. La psychologie de l'humanité devra s'édifier par l'étude des folies de l'humanité, de ses rêves et
et de ses hallucinations. La méthode pathologique tient de l'observation pure et de l'expérimentation. La maladie est une expérimentation instituée par la nature elle-même. Toutes les maladies admises ne sont que des symptômes et qui ne sauraient exister de dérangement des fonctions vitales sans lésion d'organes ou plutôt de tissus pinels. Les maladies sont les effets de simples changements d'intensité dans l'action des stimulants. Broussais. Principe sociologique fondamental d'Auguste Comte, le progrès n'est que le développement de l'ordre. L'essentiel dans l'expérimentation est la comparaison entre un phénomène témoin et un phénomène altéré. Cigariste, pendant la digestion, le nombre des globules blancs augmente. Il en est de même au début d'une infection. Broussais reconnaît dans l'excitation le fait vital, primordial. Nietzsche, la valeur de tous les états morbides consiste en ceci qu'ils montrent sous un verre grossissant certaines conditions qui, bien que normales, soient difficilement visibles à l'état normal. L'irritation diffère de l'excitation sous le seul rapport de la quantité. L'irritation est l'excitation normale transformée par son excès. C'est par rapport à une norme qu'il y a excès ou défaut. Définir la normale par le trop ou le trop peu, Begin. L'état normal est celui où les organes agissent avec toute la régularité et l'uniformité dont ils sont susceptibles. Euler, esprit universel et génial, auteur du premier grand traité de physiologie. Selon Brown, la vie ne se maintient que par une propriété particulière, l'incitabilité, qui permet aux vivants d'être affectés et de réagir. Les maladies ne sont qu'une modification quantitative de cette propriété. La maladie dépend de variations d'intensité, de l'incitation. Traiter les maladies, c'est corriger l'incitation dans le sens de l'accroissement ou de la diminution. Lynch, un disciple de Brown, a construit une échelle de degrés d'incitation, véritable thermomètre de la santé et de la maladie. Il faut pour guérir diminuer l'incitation. Les moyens curatifs sont la saignée, la purgation, la diète, la paix intérieure, le froid. La diversité qualitative est tenue pour illusoire et prend la forme d'une quantification. L'erreur est instructive. Les maladies doivent s'expliquer à l'échelle des tissus constituants de l'organisme. Tout phénomène thérapeutique a pour principe leur retour au type naturel dont elles étaient écartées. Bichat. Tout moyen curatif n'a pour but que de ramener au type qui leur est naturel les propriétés vitales, altérées. L'excès en tout est un défaut. Comte prétend codifier les méthodes scientifiques et fonder scientifiquement une doctrine politique. La thérapeutique des crises politiques consiste à ramener les sociétés à leur structure essentielle et permanente. Robin a fondé en 1848 la Société de biologie. Claude Bernard est le second président. Dans les sciences, c'est la théorie qui éclaire et domine la pratique. Toute maladie a une fonction normale correspondante dont elle n'est qu'une expression troublée, Claude Bernard. Exemple du diabète. Il a montré que le sucre dans l'organisme animal est un produit de cet organisme. Il admet une différence qualitative dans les mécanismes et les produits des fonctions vitales, à l'état pathologique et à l'état normal. Santé et maladie ne sont pas des principes distincts, des entités en lutte. En réalité, il n'y a que des différences de degrés. L'état maladif et l'exagération, la disproportion et la désharmonie. Découverte de la fonction glycogénique du foie, et Claude Bernard reconnaît la continuité des phénomènes. Il affirme l'unité de la vie et de la mort, homogénéité de la matière dans la forme, vivante et hors de cette forme. Avec Lavoisier, les êtres vivants sont tributaires des lois générales de la nature et leurs manifestations sont des expressions physiques et chimiques. Pas un phénomène chimique ne s'accomplit dans le corps comme en dehors de lui. Duclos, l'homme a créé une chimie qui s'est développée à partir de la chimie naturelle sans se confondre avec elle.
La santé parfaite n'existe pas, car le concept de santé n'est pas celui d'une existence, mais d'une norme. La présence de sucre dans l'urine diabétique la rend qualitativement différente d'une urine normale. Cessons de diviser la maladie en une multiplicité de mécanismes fonctionnels déviés, mais comme un événement intéressant l'organisme vivant, puis dans son tout. Le diabète est une diminution du pouvoir d'utilisation du glucose en fonction de la glycémie. Le trouble fondamental dans le diabète est une hypoinsulinémie. Une fonction pourrait être dite normale aussi longtemps qu'elle est indépendante des effets qu'elle produit. L'estomac est normal tant qu'il digère, sans se digérer l'ulcère. Il en est des fonctions comme des balances, fidélité d'abord, sensibilité ensuite. La science des contraires est une, disait Aristote. Un symptôme pathologique traduit l'hyperactivité d'une fonction. La latence prolongée des dégénérescences, l'inapparence de certaines infections conduisent le médecin à tenir l'expérience pathologique directe du patient comme négligeable, voire même systématiquement falsificatrice du fait pathologique objectif. Tout médecin sait que la conscience sensible immédiate de la vie organique n'est pas d'elle-même science de ce même organisme, n'est pas connaissance infaillible de la localisation. Le riche, la santé, c'est la vie dans le silence des organes. La maladie, c'est ce qui gêne les hommes et qui les fait souffrir. L'état de santé, c'est l'inconscience de son corps. C'est la maladie du malade qui est le concept adéquat de la maladie. Continuité et indiscernabilité de l'état physiologique et de l'état pathologique. Il n'y a pas de seuil entre les deux. La douleur n'est pas dans le plan de la nature. L'état de la maladie est une nouveauté physiologique. Le riche définit le malade par ses effets. L'étude complète de la maladie tend de plus en plus à devenir un élément essentiel de la physiologie normale. La santé, c'est l'innocence organique. L'étonnement proprement vital, c'est l'angoisse suscitée par la maladie. Sigariste, la médecine est liée à l'ensemble de la culture. Toute transformation dans les conceptions médicales transforme les idées de l'époque. Paracelse, un illuminé, Van Helmont, un mystique, Stahl, un piétiste. Les malades sont des phénomènes physiologiques dans des conditions nouvelles qu'il s'agit de déterminer. L'action efficace se confond avec la science. Laplace était le collaborateur de Lavoisier sur les recherches de la respiration et de la chaleur animale. Whitehead, les sciences se font des emprunts mutuels à 30-40 ans d'intervalle. Laplace a construit la théorie du déterminisme clos. Meyerson, c'est en identifiant réalité et quantité que l'esprit humain s'est fait connaissance. La quantité, c'est la qualité niée, mais non la qualité supprimée. La conscience morbide décrit des cas d'aliénation où les malades apparaissent à la fois comme incompréhensibles aux autres et à eux-mêmes, où le médecin a l'impression d'avoir affaire à une autre structure de mentalité. Il est impossible au médecin de comprendre l'expérience vécue par le malade à partir des récits des maladies, car les malades expriment leur interprétation d'une expérience pour laquelle ils sont dépourvus de concepts adéquats. Rien n'est plus mal connu que les conditions dans lesquelles la nature institue ses expériences, les maladies mentales. Contrairement à Ribot, Lagache pense que la désorganisation morbide n'est pas le symétrique inverse de l'organisation morale. La conscience pathologique a des formes sans équivalent à l'état normal. L'aliéné est sorti du cadre, non pas tant par rapport aux autres hommes que par rapport à la vie. Il n'est pas tant dévié que différent. Être différent au sens qualitatif du mot. Minkowski. Nous pensons avec Goldstein que la norme en matière de pathologie est avant tout une norme individuelle. Jasper, c'est le médecin qui recherche le moins le sens des mots santé et maladie. Être malade, c'est être nuisible ou indésirable.
socialement dévaluée. Ce qui est désiré comme valeur, c'est la vie, une vie longue, la capacité de reproduction, la capacité de travail physique, la force, la résistance à la fatigue et l'absence de douleur. Les médecins se désintéressent d'un concept qui leur paraît ou trop vulgaire ou trop métaphysique. Ce qui les intéresse, c'est de diagnostiquer et de guérir. Guérir, c'est en principe ramener à la norme une fonction ou un organisme qui s'en sont écartés. Le juste milieu est normal, ce qui est tel qu'il doit être. Ce qui se rencontre dans la majorité des cas d'une espèce déterminée, ou ce qui constitue soit la moyenne, soit le module d'un caractère mesurable. Il est très instructif de méditer sur le sens que le mot normal prend en médecine. C'est la vie elle-même, et non le jugement médical qui fait du normal biologique un concept de valeur, et non un concept de réalité statistique. En anatomie, le terme d'anomalie conserve son sens d'insolite, d'inaccoutumé. Être anormal, c'est s'éloigner par son organisation de la grande majorité des êtres auxquels on doit être comparé, type spécifique et variation individuelle, selon Geoffroy Saint-Hilaire. L'anomalie est le fait de variations individuelles qui empêchent deux êtres de pouvoir se substituer l'un à l'autre de façon complète. Pathologique implique pathos, sentiment direct et concret de souffrance et d'impuissance, sentiment de vie contrarié. Rabot distingue anormal et malade. L'anomalie éclate dans la multiplicité spatiale, la maladie éclate dans la succession chronologique. Le propre de la maladie, c'est de venir interrompre un cours, d'être critique. L'anomalie est infirmité. On est ou on devient infirme. C'est vrai aussi de certains états de fragilité et de débilité. L'hémophilie est une anomalie. Les hémorragies sont interminables. Le mutationnisme s'est présenté comme une forme d'explication des faits d'évolution dont l'élection par les généticiens a renforcé encore le caractère d'hostilité à toute prise en considération de l'influence du milieu. Une anomalie est spécialement une mutation, c'est-à-dire une anomalie d'emblée héréditaire, mais pas pathologique du fait qu'elle est anomalie, écart à partir d'un type spécifique, défini par un groupement de caractères les plus fréquents sous leur dimension moyenne. Il n'y a pas de fait normal ou pathologique en soi. L'anomalie ou la mutation exprime d'autres normes de vie possibles. Leur normalité leur viendra de leur normativité. Le pathologique est une autre norme, mais repoussée par la vie. L'état normal d'un vivant est un rapport normatif d'ajustement à des milieux. La recherche des valeurs biologiques moyennes est dépourvue de sens en ce qui concerne un même individu. Vandriès définit les régulations physiologiques comme l'ensemble des fonctions qui résistent au hasard. Mechnikov pense que l'homme peut normalement devenir centenaire et que tout vieillard qui meurt avant un siècle de vie est en droit à malade. Moyenne de 39 ans en 1865, 52 en 1901. L'âge résulte en grande partie des conditions de travail et d'hygiène, de l'attention à la fatigue et aux maladies, des conditions sociales. Importance que donne une société à la prolongation de la vie, prix attaché à la vie dans une société donnée. La durée de vie est la durée de vie socialement normative. La norme ne se déduit pas de la moyenne, mais se traduit dans la moyenne. La durée de vie dépend des niveaux de vie. Alb Vax. Si les écarts étaient plus nombreux, en un sens, ce serait le signe que l'espèce tend à évoluer dans cette direction sous l'influence d'une ou plusieurs causes constantes. La clé de l'action du yogi sur les fonctions physiologiques, les moins soumises à la volonté, c'est la respiration. C'est à elle qu'il est demandé d'agir sur les autres fonctions. C'est par sa réduction que le corps est placé à l'état de vie ralenti, comparable à celui des animaux hibernants. Les yogis sont maîtres incontestés de leurs fonctions. Le problème de la pathologie fonctionnelle apparaît intimement lié à celui de l'éducation. L'obésité est la plus fréquente et la plus simple de ces maladies créées par l'éducation morbide donnée par les parents. La plupart des maladies de la nutrition sont évitables. Les parents doivent se garder de transmettre à leurs enfants les troubles de la nutrition. Le rachitisme est une maladie par carence de vitamine D.
l'époque où on utilisait les aliments crus ou à peine cuits. La carie dentaire va de pair avec la civilisation. Le réflexe conditionné met en jeu l'activité du cortex cérébral, phénomène fonctionnel global. Bichat disait que l'animal est habitant du monde, alors que le végétal est seulement du lieu qui le vit naître. L'homme avec l'araignée sont les seuls dont l'aire d'expansion soit aux dimensions de la Terre. Et l'homme est le seul animal qui, par la technique, réussit à varier sur place même l'ambiance de son activité. L'homme se révèle comme la seule espèce capable de variation. Le milieu du vivant est aussi l'œuvre du vivant qui se soustrait ou s'offre électivement à certaines influences. Le vivant est une polarité dynamique. En matière de normes biologiques, c'est toujours à l'individu qu'il faut se référer, car tel individu peut se trouver, Goldstein, à la hauteur des devoirs qui résultent du milieu qui lui est propre, dans des conditions organiques qui seraient inadéquates à ses devoirs chez tel autre individu. Une moyenne statistiquement obtenue ne permet pas de décider si tel individu présent devant nous est normal ou non. Nous ne pouvons pas partir d'elle pour nous acquitter de notre devoir médical envers l'individu. S'agissant d'une norme supra-individuelle, il est impossible de déterminer l'être malade quant au contenu. Mais cela est parfaitement possible pour une norme individuelle. Ce qui est normal pour être normatif dans des conditions données peut devenir pathologique dans une autre situation s'il se maintient identique à soi. Une norme de vie est supérieure à une autre lorsqu'elle comporte ce que cette dernière permet et ce qu'elle interdit. La maladie est une norme de vie. Le vivant malade est normalisé dans des conditions d'existence définies et il a perdu la capacité normative. Goldstein a relevé chez les malades l'instauration de nouvelles normes de vie par une réduction du niveau de leur activité en rapport avec un milieu nouveau mais rétréci. Le rétrécissement du milieu chez le malade atteint de lésions cérébrales répond à leur impuissance à répondre aux exigences du milieu normal et antérieur. Le malade n'est pas anormal par absence de normes, mais par incapacité d'être normatif. Le malade doit toujours être jugé en rapport avec la situation à laquelle il réagit et avec les instruments d'action que le milieu propre lui offre. La langue, dans le cas des troubles du langage. La maladie est une sorte de norme biologique. Cela entraîne que l'état pathologique ne peut être dit anormal absolument, mais anormal dans la relation à une situation déterminée. Réciproquement, être sain et être normal ne sont pas tout à fait équivalents, puisque le pathologique est une sorte de normal. Être sain, c'est non seulement être normal dans une situation donnée, mais être aussi normatif dans cette situation et dans d'autres situations éventuelles. Ce qui caractérise la santé, c'est la possibilité de dépasser la norme qui définit le normal momentané, la possibilité de tolérer des infractions à la norme habituelle et d'instituer des normes nouvelles dans des situations nouvelles. On peut vivre avec un rein, mais on doit se ménager. La santé, c'est une marge de tolérance des infidélités du milieu. Rien n'est par hasard, mais tout arrive sous forme d'événements. Voilà en quoi le milieu est infidèle. Son infidélité, c'est proprement son devenir, son histoire. La santé est un volant régulateur des possibilités de réaction. Être en bonne santé, c'est pouvoir tomber malade et s'en relever. C'est un luxe biologique. Avec une infirmité comme l'astigmatisme ou la myopie, on serait normal dans une société agricole ou pastorale, mais on est anormal dans la marine ou dans l'aviation. C'est se sentir anormal que de se savoir interdit certaines activités devenues pour l'espèce humaine à la fois un besoin et un idéal. Dans les milieux propres à l'homme, le même homme se trouve à des moments différents, normal ou anormal. Le concept de normal n'est pas un concept d'existence susceptible en soi de mesures objectives. Le pathologique doit être compris comme une espèce du normal, la normale n'étant pas ce qui n'est pas normal.
mais ce qui est un autre normal. Distinction entre l'état normal et la santé. La physiologie n'étudie pas autre chose que les fonctions des êtres vivants. Les hommes du début du XVIe siècle, en fondant l'anatomie, avaient privilégié l'aspect statique délimité de la forme vivante. Arouet, quoique anatomiste, ne voyait pas dans le corps la forme, mais le mouvement. Ces recherches ne sont pas fondées sur la configuration du cœur, mais sur l'observation du pouls et de la respiration, deux mouvements qui ne cessent qu'avec la vie. L'esprit de la physiologie naissante est la science des conditions de la santé, allure de la vie. La vie est polarité dynamique. La physiologie est science des allures stabilisées de la vie. L'identité à soi-même est une habitude plutôt qu'une nature. En matière biologique, c'est le pathos qui conditionne le logos, car il l'appelle. Ricker, la physiologie explore le cours des processus fréquents, réguliers, appelés pour cela normal. La pathologie s'occupe de leur forme plus rare, qu'on appelle anormale. L'état physiologique se définit par la fréquence et l'état pathologique par la rareté des mécanismes. Mainzer, il n'y a pas de différence entre la vie sainte et la vie morbide. Les lois de la physique ou de la chimie ne varient pas selon la santé ou la maladie. La vie ne fait pas de différence entre ces états. L'excrément d'un vivant peut être aliment pour un autre vivant, mais non pour lui. Il n'y a de science d'un objet que si cet objet admet la mesure et l'explication causale, bref l'analyse. Avant la science, ce sont les techniques, les arts, les mythologies et les religions qui valorisent spontanément la vie humaine. Il est médicalement incorrect de parler d'organes malades, de tissus malades, de cellules malades. Pourtant, vivant, il n'y a pas de maladie que du tout organique, un tout vivant. C'est comme tout que l'individualité peut être dit ou non malade. Morgagni, fondateur de l'anatomie pathologique, énonce l'obligation formelle pour l'exploration anatomo-pathologique de se référer constamment à l'anatomie du vivant normal, mais aussi à l'expérience clinique. Un microscope, un thermomètre donne un résultat qui n'a en soi aucune valeur de diagnostic. Pour porter un diagnostic, il faut observer le comportement du malade. On découvre alors que de tel qui héberge dans son pharynx du bacille de Leffer n'est pas diphtérique. Inversement, un examen clinique fait penser à une maladie de Hodgkin, alors que l'examen anatomopathologique d'une biopsie révèle l'existence d'un néoplasme thyroïdien. On ne dicte pas scientifiquement des normes à la vie. Le médecin a pris le parti de la vie. La science le sert dans l'accomplissement des devoirs qui naissent de ce choix. L'appel au médecin vient de malades, sauf dans les maladies mentales, où la méconnaissance de leur état constitue souvent un aspect essentiel de la maladie. C'est par référence à la polarité dynamique de la vie qu'on peut qualifier de normaux des types ou des fonctions. S'il existe des normes biologiques, c'est parce que la vie étant non pas seulement soumission au milieu, mais institution de son milieu propre, pose par là même des valeurs non seulement dans le milieu, mais aussi dans l'organisme même. C'est ce que nous appelons la normativité biologique. L'état pathologique peut être dit sans absurdité, normal dans la mesure où il exprime un rapport à la normativité de la vie. L'anormal n'est pas tel par absence de normalité à l'état morbide, alors que l'état morbide est toujours une certaine façon de vivre. L'état physiologique est d'abord l'état sain, puis plus encore que l'état normal. L'homme est sain pour autant qu'il est normatif relativement aux fluctuations de son milieu. Valeur propulsive. L'état pathologique traduit la réduction des normes de vie tolérées par le vivant, la précarité du normal établie par la maladie. La guérison est la reconquête d'un état de stabilité des normes physiologiques. Aucune guérison n'est retour à l'innocence biologique. Guérir, c'est se donner de nouvelles normes de vie, parfois supérieures aux anciennes.
il y a une irréversibilité de la normativité biologique. Il n'y a pas à proprement parler de science biologique du normal. Il y a une science des situations et des conditions biologiques dites normales. Cette science est la physiologie. Tout concept empirique de maladie conserve un rapport au concept axiologique de la maladie. Ce n'est pas une méthode objective qui fait qualifier de pathologique un phénomène biologique considéré. C'est toujours la relation à l'individu malade, clinique, qui justifie la qualification de pathologique. On ne peut parler de pathologie objective. Elle peut être dite objective par référence au médecin qui la pratique. L'erreur est un nouveau concept en pathologie. La santé, c'est la correction génétique et enzymatique. Être malade, c'est avoir été fait faux. Être faux au sens d'un faux pli ou d'un verre faux, puisque les enzymes sont les médiateurs par lesquels les gènes dirigent les synthèses intracellulaires de protéines, puisque l'information nécessaire à cette fonction de direction et de surveillance est inscrite dans les molécules d'acide désoxyribonucléique au niveau du chromosome. Cette information doit être transmise comme un message du noyau au cytoplasme et doit y être interprétée afin que soit reproduite, recopiée, la séquence d'acides aminés constitutifs de la protéine à synthétiser. L'interprétation peut impliquer une méprise. La substitution d'un acide aminé à la place d'un autre crée le désordre par inintelligence du commandement. La connaissance que l'anatomiste prend d'un organisme est une sorte d'étalage dans l'étendue. Mais l'organisme ne vit pas lui-même sur le mode spatial selon lequel il est perçu. La vie d'un vivant, c'est pour chacun de ces éléments l'immédiateté de la coprésence de tous. Introduction en pathologie du concept d'erreur qui engendre le vice de forme. Micro-anomalie, micro-monstruosité, erreurs biochimiques héréditaires. Un certain nombre d'erreurs métaboliques le sont comme interruption ou suspension d'une succession de réactions chimiques. L'erreur est au principe de l'échec. L'éradication de l'erreur, quand elle est obtenue, est irréversible, alors que la guérison d'une maladie est parfois la porte ouverte à quelque autre, d'où le paradoxe des maladies qu'il est dangereux de guérir. Dominique Raymond, 1757. Au mot de Kant, le bien-être n'est pas ressenti car il est simple conscience de vivre. Fait écho la définition de Le Riche, la santé c'est la vie dans le silence des organes. Mais c'est dans la fureur de la culpabilité, comme dans le bruit de la souffrance, que l'innocence et la santé surgissent, comme les termes d'une régression impossible, autant que recherchée. Merci.